Mon nom est Anne-Marie Choquette et au nom de famille, c'est avec plaisir aujourd'hui que nous accueillons Mme Rivka Ogenfeld. Bonjour. Qui est représentante à la table, la TCRI, donc la table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes. Elle vient nous présenter la conférence « Accueillir le monde chez nous, notre histoire et nos pratiques ». Alors, la conférence dressera un aperçu de l'histoire de l'accueil des réfugiés et des immigrants au Québec. Alors, je vais commencer juste un tout petit peu. Merci premièrement pour l'invitation. Ce n'est pas la première fois que je viens à Promis et c'est toujours très enrichissant pour moi parce que c'est en parlant aux gens du réseau qu'on teste un peu ces idées, on essaie de voir si ce qu'on a à dire a un sens ou une pertinence. Comme là, votre directeur me taquine parce que je suis très, très, très low-tech, alors j'ai absolument pas de PowerPoint, j'ai pas de choses, j'ai rien, sauf vers la fin, je vais vous donner un document qui nous appartient tous et toutes. Alors, j'espère que ce sera quand même possible de vous engager votre attention sans des trucs à l'écran. Alors, très brièvement, parce que je pense qu'il y a une pertinence pour ce que je vais voir un peu mon parcours et le parcours du réseau ensemble de façon parallèle et intersection depuis que je suis arrivée un peu dans ce milieu et comment nous avons tous évolué ensemble. Alors, d'où je viens est pertinent, d'où chaque personne ici apporte ce qu'elle apporte à son travail, de son background, de ses origines. Et moi, je me suis rendu compte avec le temps que mon expérience personnelle, c'est important, ça m'aide, mais aussi en même temps, il faut faire attention de ne pas juste utiliser son expérience comme l'expérience de tout le monde. Vous savez, et je vais commencer avec la chose la moins favorite que j'ai, que quelqu'un, et j'ai entendu trop de personnes comme ça dire « Ben, moi, quand je suis arrivée au Canada, personne ne m'a aidé, j'ai tout fait moi-même, alors pourquoi on a besoin d'aider les autres? Les gens doivent se débrouiller. » Ça m'énerve, ça, vous savez. Et moi, je suis plutôt de si vous voulez, l'école de mon père, qui a dit, quand on est arrivé au Canada, il y avait des choses qui pas tout il y a des choses qui étaient bonnes et d'autres, et moi, je voudrais aider les autres à avoir une meilleure expérience, d'avoir une expérience qui est enrichie par ce que moi j'ai vécu, l'expérience, et toujours améliorer, toujours voir à travers son expérience qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres. Alors, moi, j'ai adopté plutôt cette approche que je pense est plus positive et plus intéressante et plus utile et au bout de la ligne, aider les gens de façon correcte, de façon utile, nous aide tous et toutes. Alors, moi, je dis toujours que je viens d'un mariage mixte parce que mon père est de Varsovie, qui était vraiment Pologne. Ma mère vient d'une ville qui s'appelle maintenant Vilnius, qui est maintenant Lituanie, mais quand elle est née, la ville était en Pologne et s'appelait Vilna. Et juste avant la Première Guerre, cette ville était en Russie. Alors, mes grands-parents, les parents de ma mère, sont nés en Russie et ont appris le russe et ont fait toutes leurs études en russe. Ensuite, après la Première Guerre, cette partie était prise par la Pologne. Alors, ma mère est née en Pologne. Et là, pour ceux qui sont assez âgés, c'était un moment où le polonais était imposé. Toutes les personnes professionnelles qui avaient fait leurs études en russe devaient se réqualifier en polonais. Alors, les professeurs, ma grand-mère, l'infirmière et tout le monde, les ingénieurs devaient refaire leurs examens. Alors, ce n'est pas si loin de l'histoire, pas si vieille du Québec aussi, où les gens doivent se requalifier. Alors, et j'ai eu de la chance parce que mes parents, tous les deux, ont eu étaient élevés dans une communauté très juive, mais aussi sont arrivés dans un monde laïque et très politisé, mais très social. Et moi, je suis née un peu dans cet environnement-là. Et après la guerre, il y avait beaucoup de personnes déplacées. Je discutais avec Delphino tout à l'heure. Le mot réfugié, on ne l'utilisait pas trop. C'était des personnes déplacées, en anglais « displaced persons ». Ce qui m'a beaucoup aidé aussi, je pense, dans ce travail, dans notre milieu, c'est quand même que j'avais un certain engagement politique du côté fédéral, comme militante, côté fédéral, disons, et municipal et provincial. Alors, quand j'ai commencé à travailler comme intervenante, en 1974,
je me suis rendu compte, premièrement, il faut savoir, je dis toujours aux étudiants, faites pas ce que j'ai fait parce que j'ai jamais fini quelconque diplôme. Je suis une de ces personnes qui n'a pas de diplôme en quoi que ce soit. Alors, parfois, les gens me disent, what? You don't have a degree? Comme s'ils me parlent, wow, I'm talking to you and you don't have a degree. Mais ce n'est pas une bonne idée. Et j'ai eu de la chance, sans diplôme, d'avoir pu connaître un des meilleurs directeurs vraiment d'un organisme d'accueil des immigrants qui m'a accueilli quand même, qui, je sais pas, a vu un potentiel en moi que moi je ne voyais pas moi-même à l'époque, et qui m'a permis de travailler sans diplôme et d'apprendre en travaillant. Et il faut dire aussi qu'à l'époque, dans les années 70, il n'y avait pas de cours. Il n'y avait aucun cours dans aucune école de travail social qui traitait spécifiquement l'immigration. Le mot interculturel n'existait pas. Il n'y avait rien qui était spécifiquement adressé aux personnes qui allaient travailler avec les immigrants. Il n'y avait aucun cours du côté des écoles de droit qui parlaient d'immigration. Les avocats qui faisaient par la suite l'immigration l'ont appris eux-mêmes. Il y avait une loi, évidemment, mais il n'y avait pas de cours là-dessus. Alors, tout ça, tout ce qu'on a développé, tout ce que vous voyez maintenant, les cours spécifiques, les certificats, une approche interculturelle versus d'autres approches, toutes les discussions qu'on a, ça s'est développé depuis ce temps-là, parce que quand j'ai commencé, ça n'existait pas. Voyez-vous? Alors, ça s'est créé. Mais moi, j'avais de la chance à travailler dans un organisme qui s'appelait les services d'assistance aux immigrants juifs, qui était en anglais JIAS, et même les francophones l'appelaient JIAS, Jewish Immigrant Aid Services, qui était un organisme pan-canadien, mais qui avait une approche spécifique dans l'accueil des immigrants. Et le seul autre organisme qui avait un peu cette approche à Montréal à l'époque, c'était le Centre social d'aide aux immigrants. Pour ceux qui ne le savent pas, le Centre social d'aide aux immigrants était créé en 1947 parce qu'il y avait une arrivée importante de ces personnes déplacées, disons des rescapés de l'Holocauste, mais il y avait aussi une arrivée d'autres personnes d'Europe de l'Est, beaucoup d'hommes, mais familles aussi, d'Europe de l'Est, pas juifs. Et le gouvernement canadien avait demandé à l'archevêché de Montréal, ou à l'Église catholique, de s'occuper de l'accueil de ces personnes. Et l'archevêché s'est tourné vers la congrégation Notre-Dame de Bon Conseil, qui était une congrégation avec une vocation sociale, travail social, et était une des premières, je pense, des congrégations qui étaient créées ici au Québec. Et la mère fondatrice, Marie-Gérard-Lajoie, vous allez me corriger, était celle qui a fondé le département de travail social à l'Université de Montréal. Alors, et pour moi, quand j'ai rencontré ces gens-là, pour moi, c'était une révélation. Parce que je vais vous dire honnêtement, j'ai été élevée dans un milieu, disons, juif, mais aussi les écoles qu'on fréquentait étaient aussi des écoles protestantes. Je ne connaissais pas tout ce monde catholique. J'avais mes idées, j'avais mes impressions, mais le fait qu'il y avait des gens comme ces congrégations qui étaient, tout en étant des sœurs et des frères catholiques, avaient une vision très éclairée, une vision très avant-gardiste, surtout les sœurs de Notre-Dame de Bon Conseil, et aussi les sœurs de la congrégation qui a créé Promis, n'est-ce pas? Promis est parti aussi d'une vision d'une congrégation qui voyait un besoin, et on crée un organisme qui est un organisme laïque, mais créé par les sœurs qui voyaient cette lacune. Et pour moi, c'était toute une révélation. Et c'était très important qu'il y ait cette communication et cet apprentissage mutuel qui nous a permis d'avancer tout ensemble. Alors, Promis fait partie de ce réseau qui était créé à partir... L'Hirondelle, par exemple, aussi était créée par des sœurs d'une congrégation, mais ensuite est devenu un organisme complètement laïque. Alors, ce phénomène qui est assez spécial ici au Canada, surtout au Québec, après, on ne voit plus les origines. Mais c'est très important de se remémorer de ces questions. Le CLAM est un autre. Le CLAM, qui maintenant, le centre liaison, je ne sais pas trop, était créé comme le centre latino-américain par
le père Marcel Quirion et d'autres. Et Marcel Quirion était, je pense, un frère oblat, assez spécial. Alors, personne ne disait à Marcel exactement comment faire. Il avait vécu longtemps en Amérique latine, je pense au Chili, je ne suis pas sûre, mais aussi était un champion de baseball, entre autres choses, mais a créé ce qui est maintenant le CLAM de façon assez spéciale, et il y en a d'autres personnes comme ça. Alors, à l'époque, les services d'aide aux immigrants juifs étaient assez spéciaux parce qu'on avait une approche en ce qui concerne l'accueil des immigrants et des réfugiés, mais les immigrants aussi, qui était spéciale, et l'idée était que parce qu'à l'époque aussi, et moi je n'ai pas vécu ça, mais je le sais, il y avait en travail social, il y avait un modèle assez médical, assez clinique. Les personnes qui venaient chercher des services dans un bureau de service social étaient un peu comme des patients. C'est des personnes à qui on offrait des services, mais un modèle assez médical. Et ici, l'idée, c'était les immigrants ne sont pas des patients. Les immigrants sont des personnes fortes, des personnes qui ont beaucoup d'énergie, se prendre en main pour quitter son pays, que ce soit un choix de quelqu'un disons, les immigrants qui arrivent d'une situation paisible à une autre, c'est une chose, les personnes qui sont forcées de quitter et qui arrivent comme réfugiés ou personnes déplacées, c'est une autre, mais ça prend beaucoup de force, ça prend beaucoup d'énergie, et ce n'est pas des personnes qui ont besoin d'être traitées, ou il ne faut pas les traiter comme des patients, mais plutôt des personnes qui ont besoin d'un coup de main pour l'intégration. Mais ils ont des forces, il faut le reconnaître, et on ne peut pas juste leur dire quoi faire. Et le modèle qui était un peu imposé comme personnes comme mes parents, et beaucoup d'autres aussi, qui était que, vous arrivez ici, maintenant on va vous apprendre comment faire, comment être, et comment se comporter. C'est un peu, je vais vous dire, mon nom c'est Rivka, c'est un nom hébreu, mais que mes parents m'ont donné. En deuxième année à mon école, et c'était une école juive, quelqu'un a décidé que ce n'était pas un nom et que je devrais avoir un autre nom. Alors, l'enseignante, quand j'avais 7 ans, a décidé que je devrais m'appeler Rebecca. Alors, d'un côté... C'est tellement plus beau, Rivka. Oh, non, attendez, c'est le même nom. Non, merci. Mais l'affaire, je le raconte parce que ce n'est pas un incident isolé. Beaucoup de jeunes, beaucoup de parents étaient intimidés de différentes façons, parce qu'on leur disait « votre enfant a besoin d'un autre nom ». Dans mon cohorte à l'école, il y avait un de mes copains de classe, son nom en hébreu, c'était l'équivalent d'Isaac, n'est-ce pas, Yitzhak, mais il était Edward, n'est-ce pas? Il y avait Dvorah, était Dorothy. Il y avait tous ces noms, mais c'était imposé un peu. L'autre chose qu'on disait aux parents, et je pense que ça, il ne faut pas parler votre langue d'origine à votre enfant, parce que ce n'est pas bon. Il faut lui laisser. Alors, et ça continue jusqu'à maintenant. Et à tous les quelques minutes, vous allez voir un sondage, combien de personnes parlent une langue autre qu'anglais, français à la maison, comme si ça ne marche pas. Et nous, on nous a appris que c'est une force, tu parles la langue. Ma mère s'est fait dire... quand j'ai commencé à kindergarten à l'école, vous savez, vous ne devriez peut-être pas parler en yiddish à votre enfant. C'était une école juive, d'ailleurs. Et on lui a dit ça pareil, parce que vous allez gâcher son accent. Ma mère était assez forte, il fallait être forte à son âge, de dire, mais écoutez, quel accent exactement je vais donner à mon enfant en lui parlant en anglais? Je suis en train d'apprendre la langue moi-même. J'ai un fort accent européen. Alors, qu'est-ce que je vais lui offrir comme accent exactement? Et elle a dit à la personne, je suis sûre qu'à l'école, elle va bien apprendre l'anglais, et moi, je vais lui parler dans la langue où je peux communiquer. Mais il fallait être très fort, n'est-ce pas? Alors, toutes ces histoires personnelles, je les ai comme gardées dans ma tête quand j'ai commencé à travailler. Mais il faut toujours voir que ce n'est pas juste cette expérience qu'on utilise quand on travaille. On prend les moments, mais on ne peut pas juste dire « chez nous, c'était comme ça, alors c'était comme ça pour tout le monde ». On ne peut pas faire ça non plus. Alors, éventuellement, quand je cherchais un job, je connaissais le directeur de Giles à l'époque. C'était vraiment une sommité, Dr. Joseph Cage. C'était une des rares personnes à l'époque dans la communauté il avait un diplôme, il avait un doctorat, je pense, en psychologie.
Et il est devenu le directeur de ce service social aussi. La même année que de CSAI, on a créé les services sociaux de JAIS et ensuite sont arrivés beaucoup d'immigrants, de réfugiés. Il y avait une idée à la fin de la Deuxième Guerre qu'une fois qu'on aurait, c'est pas le mot, qu'on aurait fini avec les réfugiés post-Deuxième Guerre, que la question de réfugiés sera finie. Vous savez, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés était créé en 1951 avec un mandat temporaire de 5 ans, parce qu'il y avait une idée que c'était un problème européen. La première définition, la définition de ce qu'est un réfugié avait ce gouvernement de René Lévesque, le premier gouvernement de René Lévesque, était un gouvernement extraordinaire avec des ministres, un groupe de personnes assez extraordinaires, de grande qualité, qui étaient là parce qu'ils pensaient qu'ensuite, ce sera fini, on n'en aura plus besoin. Malheureusement, comme vous voyez, on est dans la pire situation qu'on était depuis la Deuxième Guerre. Il y a plus de réfugiés et maintenant, l'autre appellation qu'on utilise de plus en plus, parce que c'est un phénomène qui est grandissant, c'est les personnes déplacées à l'interne. En anglais, internally displaced people, ça veut dire les personnes qui ont toutes les caractéristiques de réfugiés, sauf qu'ils n'ont pas traversé une frontière. Alors, quelque part, en restant dans leur pays, il y a des limites à ce que la communauté internationale peut faire, parce que pour entrer dans un pays, aider les gens, citoyens de ce pays, ça prend des permissions, ça prend toutes sortes de choses. Alors, la communauté internationale ne peut pas juste aller en Syrie faire n'importe quoi. Pour les Syriens qui ont quitté, qui sont en Liban, en Turquie, en Jordanie, etc., il y a beaucoup d'aide internationale. On peut dire que ce n'est pas assez, on peut dire qu'il faut faire plus, mais il y a cet accès. Mais pour les Syriens encore en Syrie qui sont déplacés ou pour les Irak ou d'autres pays, c'est très, très difficile. C'était un énorme problème, par exemple, aussi en Colombie, où il y avait beaucoup de personnes déplacées à l'interne. Mais alors, et là, il y a une attention spéciale. Alors, avec tout ça, et je pense qu'il y a presque 60 millions de personnes, soit réfugiées, soit déplacées à l'interne ces jours-ci, ce qui n'était jamais possible d'imaginer après la Deuxième Guerre. Alors, on n'a pas avancé trop avec les questions de solution à cette question. Alors, j'avais cette chance, quand j'ai commencé en 1974, d'avoir un directeur qui voyait très large, qui avait une vision, et qui était aussi, et ça je retiens aussi, comme c'était Monsieur Réseau. C'était vraiment quelqu'un qui croyait au réseau, soit qu'il devenait membre, s'il y avait déjà un réseau existant, il devenait membre ou il aidait à la création de réseaux. Et il m'a beaucoup encouragé dans ce domaine. Alors, je pense que là aussi, je suis allée à certaines réunions, j'ai pas, comment je dirais en français, j'ai pas fait du mal à mon organisme, alors je continue à aller, mais ça m'a donné tout un élan et toute une énergie d'aller rencontrer les gens d'autres organismes, d'autres horizons. Alors, on était membre de la presse ethnique, on était membre du Conseil de citoyenneté, on était membre de toutes sortes de choses. Et en 78, il était un des fondateurs de ce qui est maintenant le Conseil canadien pour les réfugiés. À l'époque, c'était perçu comme toute une autre sorte d'organisme, d'une sorte, comment on dit, un watchdog, parce que la loi venait de changer. La loi d'immigration qui a changé depuis à plusieurs reprises, mais l'énorme refonte de toute la loi et toute la façon de faire l'immigration. Dans les années 70, il y avait une loi qui était beaucoup discutée, mais la loi a été votée en 76, mais ensuite ils ont pris 2 ans pour la mise en vigueur en 78 parce qu'il fallait changer beaucoup de choses. Et à l'époque aussi, on était chanceux, nous, des gens du réseau qui travaillaient, parce que le gouvernement, c'était une loi fédérale, évidemment, mais à l'époque, vous savez, je sais que c'est difficile aujourd'hui pour ceux et celles d'entre vous qui font l'immigration d'imaginer un moment où il y avait des centres d'immigration avec des êtres humains qu'on pouvait aller voir et s'asseoir et discuter d'un dossier. Il n'y avait pas de Végreville, il n'y avait pas tous ces
centre de traitement de dossier, il n'y avait pas de télécentre, il y avait, vous savez, tout ce qui gouverne votre vie et tout ce qui vous rend complètement malade de façon quotidienne, ça n'existait pas. Il y avait des centres d'immigration, il y avait des agents d'immigration. Certains étaient meilleurs que d'autres, certains étaient un peu bêtes, certains étaient vraiment corrects, mais tu pouvais aller à s'asseoir avec ton dossier et parler à un être humain et essayer de... Alors là, ce que j'ai appris, c'est que faut créer une relation, n'est-ce pas ce qu'on fait? Tu crées une relation d'aide avec ton client, mais les fonctionnaires que tu rencontres, tu essaies de les connaître un peu, de voir un peu qu'est-ce qui les tracasse, de voir un peu comment leur parler pour que ça soit pour le meilleur pour le client. J'ai appris aussi que tu pouvais pas, quand tu vas parler pour ton client, pas juste des avocats, tu ne peux pas juste dire n'importe quoi. Et ce n'est pas une question de ne pas être honnête, mais tu n'es pas là pour toi-même. Tu n'es pas là pour te donner satisfaction. Tu ne peux pas te permettre de dire n'importe quoi. C'est « Boy, did I ever tell him! » Wow, ben, je lui ai dit, non, je suis là pour mon client. Il fallait que j'apprenne, il faut s'habiller comme une grande personne. Je ne peux pas aller n'importe comment parce que ça va refléter sur mon client. Il faut que je me rappelle à chaque fois pourquoi je suis là. Et parler aux gens, et voir... Et ça aussi, j'essaie par la suite de transmettre à mes amis. Je ne peux pas me permettre n'importe quoi parce que ce n'est pas moi qui va payer, c'est mon client qui va payer. Mais il y avait des centres d'immigration, il y avait même plusieurs à Montréal. Il y avait un dans l'Ouest et ensuite il y avait un sur Jean Talon, il y avait un même à Dorval à l'aéroport et on pouvait avoir toutes ces relations. Ensuite, petit à petit, ça a changé. Alors maintenant, c'est juste des vieilles personnes comme moi qui se rappellent que ça existait. N'est-ce pas? Et je ne dis ça pas pour me minimiser, mais vous dire, ça a changé complètement la vie. Mais à l'époque, j'ai appris, alors ces personnes-là, ici à Montréal surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé dans les autres provinces, il y avait plusieurs fonctionnaires qui avaient vraiment le goût de nous former. Ils se sont dit, et c'était brillant, on a intérêt, nous, les gens d'immigration, à ce que les gens du communautaire soient bien formés dans cette nouvelle loi d'immigration. Alors, ils ont créé des sessions de formation. Il y avait surtout un gars qui était un vrai formateur dans l'âme. Des sessions de formation formidables. On a eu tous ceux et celles entre nous qui ont eu cette chance, c'était vraiment, on a appris, il y avait une journée entière sur les cas admissibles, une autre journée sur les cas inadmissibles, il y avait des jeux de rôle, il y avait ci, il y avait ça. On a vraiment appris cette nouvelle loi. Et c'était vraiment une chance que j'ai eue, c'était comme une petite école d'immigration. Et ça fait toute une différence pour ce cohorte de personnes qui ont eu cette chance parce qu'on est entré avec la nouvelle loi et on avait une maîtrise de la chose. Ensuite, alors cette loi, alors pourquoi j'en parle tellement? C'est parce que dans cette loi, pour la première fois, il y a eu... les réfugiés sont mentionnés, même si le Canada accueillait des réfugiés, mais les réfugiés étaient mentionnés pour la première fois officiellement. Et il y avait officiellement un processus mis en place pour les demandeurs d'asile qui arrivaient ici. On n'appelait même pas des demandeurs d'asile, mais les quelques personnes qui arrivaient, qui faisaient une demande de refuge ici. Il y avait un processus qui était dans cette loi, qui était tout de suite, les gens qui avaient une vision assez de longue date ont vu que ce n'est pas un bon processus. Et c'est pour ça que le Conseil canadien pour les réfugiés était créé, avec un autre nom à l'époque, parce qu'ils ont vu tout de suite que peut-être ce processus n'est pas adéquat et il faut avoir comme un organisme chien de garde pour s'assurer que les droits des réfugiés soient respectés. Et c'était brillant. Il y avait plusieurs grands organismes et églises pan-canadiens, les catholiques, anglicanes, Quakers, Amnesty International, WUSC, qui s'occupe des... et JAIS, et mon organisme. Et alors, le début, c'était quelques grands organismes qui se sont dit, il faut être là, il faut être présent. Nous, dans mon organisme, on faisait déjà le parrainage, cas par cas, surtout pour les personnes qui sortaient d'Europe de l'Est. Alors, si on se remémore dans un contexte de guerre froide, n'est-ce pas, où la vie c'était simple, il y avait les bons et les méchants. Alors, nous, on était les bons et eux étaient les méchants. Alors, tous les gens qui quittaient les méchants étaient des bons. Et nous, non mais, je simplifie, mais c'était presque aussi simple que ça. Alors, les gens qui quittaient l'Europe de l'Est,
étaient automatiquement éligibles pour la sélection. Il y avait ce qu'on appelait une classe désignée. Est-ce que ici vous êtes plus ou moins familier avec la définition de réfugié, n'est-ce pas? Et le fait que chaque personne, normalement, pour être réfugié, il faut pouvoir démontrer qu'on était persécuté ou on est visé par une possible persécution selon certains critères. Certains individus. On a eu de la chance, comme j'ai dit, avec Jacques Couture, parce qu'il était l'homme qu'il était, il a aidé à ouvrir la voie à l'accueil des réfugiés, même si le programme pour les organismes qui aidaient les gens était un programme fédéral, mais le fait que le discours, tu es par définition membre de cette classe. Un peu la même chose qu'ils ont fait l'an dernier pour les Syriens. Okay? Et c'est la première fois depuis longtemps que j'ai vu, ça ne s'appelait pas une classe désignée, mais ça a tous les mêmes atouts. Si tu es Syrien ou Irakien et en dehors de ton pays, tu es un réfugié. Prima facie, par définition. À l'époque, si tu étais d'un pays d'Europe de l'Est, sauf, et la tragédie, c'est qu'à l'époque, c'était tous les pays de l'Est, sauf Yougoslavie, parce que avant cette horrible guerre dans les années 90, ça allait mieux en Yougoslavie que dans les autres pays. Mais si tu étais d'URSS ou la Pologne ou l'Hongrie ou Tchécoslovaquie ou qu'est-ce qu'il y avait encore, Roumanie, tu étais automatiquement éligible. Alors, si tu réussissais quelque part à quitter ton pays et être en dehors de ton pays, mais pas encore au Canada, tu étais automatiquement éligible pour sélection. Ça ne veut pas dire que tout le monde était choisi, mais tu n'avais plus à prouver ton cas individuel. La même chose était créée pour les boat people du sud-est asiatique. Alors, si tu étais un boat person vietnamien, laotien ou cambodgien, en dehors de ton pays, tu étais automatiquement éligible aussi. Ce qui a beaucoup, beaucoup simplifié la tâche de sélection, d'interview, etc. Mais à l'époque, on a mis beaucoup, il y avait quand même cet accès sur les capacités d'établissement. Alors, parmi toutes ces personnes déplacées, réfugiés, etc., on regardait les capacités d'établissement des gens. Alors, il y avait quand même c'était très relax, mais quand même des critères d'immigration, n'est-ce pas, qui, parmi tout ce monde-là, va s'établir de façon... Et dès qu'il y avait un problème ou on voyait que ça allait être plus compliqué, on demandait un parrainage. Voyez-vous, mais ça venait plus du gouvernement. Alors, par exemple, notre organisme, il y avait des gens en d'Europe de l'Est qui étaient à Rome ou à Vienne ou à Paris ou je ne sais pas où, là, et ils étaient interviewés et quand l'agent pensait, ah, OK, ça c'est un bon cas, il disait oui, les gens arrivaient, mais s'il disait, ah, ici, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a ci, il y a ça, il demandait à notre organisme ou au Centre social de l'Archevêché, Montréal, ou au Congrès polonais ou à un autre groupe, est-ce que vous êtes prêts à parrainer cette personne? Mais à l'époque, ça allait vite. Ce n'était pas les longues attentes qu'on a maintenant. Alors, ce concept de parrainage, cas par cas, était déjà pratiqué, même si ce n'était pas dans la loi. Il y avait comme un règlement quelque part assez vague. Alors, c'était institutionnalisé dans la loi qui est mise en vigueur en 1978. Alors, l'instrument de parrainage, cette possibilité de faire des parrainages collectifs était dans la loi pour la première fois. En même temps, le Québec avait changé aussi sa loi et puis il y avait cette possibilité pour le Québec aussi de parrainer avec le Québec. Et là arrivent les boat people. L'idée originelle, je crois, d'après ce que certains m'ont dit, c'était comme ils voulaient faire des petits projets pilotes. Ils pensaient, OK, on va je sais pas, approcher un organisme, dire, est-ce que vous êtes prêts à s'essayer dans le parrainage, faire quelques cas, on verra comment ça fonctionne. Vous savez, on va faire une étude, une évaluation, on verra. Arrivent les boat people. Il y avait beaucoup de personnes qui faisaient attention, qui ont compris qu'il y a cette nouvelle possibilité, ce programme, et pouf, c'est parti de façon complètement, inattendue, voyez-vous. Alors là, ce qu'on avait, et on l'a vu récemment, on peut dire une sorte, en anglais, il y a une expression « perfect storm », n'est-ce pas, de côté positif, ça veut dire la situation était très dure pour les gens fuyaient ces pays-là, et ils sont arrivés à des premiers pays d'asile, de premier accueil
Indonésie, Malaisie et Hong Kong, les boat people, tous ces bateaux. Vous savez, et tous ces bateaux, comme on a dit récemment, j'ai dit à un ministre de l'ancien gouvernement, vous savez, est-ce que vous pensez que les capitaines de tous ces bateaux étaient des bénévoles? Vous ne pensez pas qu'on les payait, ces capitaines-là? Mais tout ce monde-là était correct, tout le monde... 20 ans plus tard, quand les bateaux sri-lankais sont arrivés, on a tout fait pour les criminaliser, pour vous parler comme des gens qui payent quelqu'un sont eux-mêmes coupables de quelque chose. C'était complètement un discours différent pour un phénomène qui était pareil, n'est-ce pas? Alors pourquoi les autres étaient les personnes absolument formidables qu'il fallait aider? Ici, c'est des gens qu'il faut mettre en prison. Pas évident, voyez-vous? C'est la même chose. Alors, comme c'était un problème qui émanait beaucoup, pas entièrement, mais beaucoup de la guerre du Vietnam, et comme les Américains avaient quand même une grande responsabilité dans tout ça, ils ont, à l'époque, pris un certain leadership. Il y avait une grande rencontre, les pays de l'Ouest, et on s'est reparti un plan d'établissement, réinstallation, ce qu'on dit en langage resettlement de réfugiés. Et les États-Unis ont quand même dit qu'ils allaient prendre beaucoup. Et le Canada s'est engagé à prendre 16 000, mais ils ont dit aussi, il y avait toute une euphorie pour le parrainage. Et là, c'était là un leadership je pense qu'on a revu récemment. Ils ont dit, pour chaque réfugié que le privé va parrainer, nous, on va ajouter un autre. Alors, c'était comme... on double votre effort. Vous allez parrainer une famille de 5, nous, on prend un autre 5 comme cas du gouvernement. C'était incroyable. Alors, la réponse était extraordinaire, vraiment. Et à tous les jours, il y avait des photos dans les journaux, il y avait des gens sur la haute mer, les gens qui se noyaient, tout le monde parlait de ces gens-là, des gens qu'il faut aider. Les gens étaient de l'autre côté du monde, il fallait les aider. Au même temps, il y avait beaucoup plus proche de chez nous, 2 autres groupes de boat people dans ces années-là. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui? On parle là, 79-80 à peu près. Dans notre hémisphère. Cuba, merci. Et Haïti. OK? Alors, Jean-Claude Duvalier était en Haïti. Et il y avait des gens qui quittaient systématiquement le Cuba en bateau, y inclut le moment où je pense que Fidel Castro a ouvert ses prisons et dit « Vous voulez partir? Go! » Alors, mais il y avait ces 2 groupes. Les Cubains allaient aux États-Unis, ce n'était pas un problème pour le Canada, mais les Haïtiens, Ronald Reagan avait signé une entente avec Duvalier pour le retour de ces gens-là. Alors, les gens qui étaient sur la haute mer dans les petits bateaux, la plupart, pas toutes, la plupart, étaient pris sur la haute mer et retournaient en Haïti. Parce qu'ils étaient économiques, c'était évident, voyez-vous. Alors, et le Canada n'a pas intervenu, n'a pas dit, OK, nous, on va prendre un certain nombre de ces Haïtiens-là, parce que sinon, on est contre le fait qu'on va les retourner en Haïti. Il y avait un programme ici au Canada, il y avait quand même un bon nombre d'Haïtiens déjà au Canada, surtout au Québec. Il y avait un programme de régularisation pour les gens qui étaient déjà ici, à 2 reprises, mais il n'y a pas eu d'offre du Canada pour sélectionner ou pour faire venir des réfugiés, des boat people haïtiens. Alors, mais en même temps, on était, et je ne dis pas que ce n'était pas bon, mais on était très excités, on a fait beaucoup pour les gens du Sud-Est asiatique, et on voit le résultat des communautés, surtout vietnamiennes, mais aussi cambodgiennes, laotiennes, qui sont venues au Canada et qui n'ont jamais oublié l'accueil qu'ils ont eu.